Bien, mais je pense que pour garder le bon timing, on va commencer tout doucement cette séance. Déjà, vous remercier d'être venues assez nombreuses pour ce second Agri-Club qui va toucher à l'intégration du travail dans les réflexions stratégiques de votre exploitation, avec deux intervenantes de choix, puisque nous aurons Chloé Fivet du CRAW et Johanna Panetier de Preventagri, qui nous donneront plusieurs interfaces de cette organisation du travail sur les entreprises. Vous rappelez à nouveau que les séances Agri-Club sont organisées depuis déjà quelques années et toujours en association avec plusieurs services, notamment la Fédération rurale de la Wallonie, ensuite les ADL de Berlo, Femger, Doncel, mais aussi l'ADL de Villers et le GAL Je suis Esbignon. Alors voilà, aujourd'hui, bien, on va vous présenter cette dimension du travail sur les exploitations. Je pense que c'est assez important comme thématique si du moins l'exploitant veut s'orienter vers des changements, des projets. Et alors, je vais laisser la parole à notre première intervenante qui est Chloé Fivet, qui va déjà vous proposer une perception du ressenti de certains d'entre vous au niveau du travail. Je passe la parole à Chloé. Oui, bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Donc, vous me dites si vous voyez bien ce qui se passe. Hop. Vous voyez bien? C'est tout bon, ça marche. C'est bon? Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis en charge d'un projet sur l'organisation du travail en élevage bovin au centre de recherche agronomique. Donc le travail, c'est un sujet très complexe et on va être assez rapide aujourd'hui, donc je vais essayer de condenser au maximum pour que vous puissiez retenir quand même quelques concepts. Tout d'abord, je remercie les personnes qui ont participé au sondage. Donc, c'est vraiment un premier essai et j'ai déjà eu quelques retours qui éclairent déjà bien les possibles améliorations qu'on pourra apporter à l'enquête dans l'avenir. L'objectif de celle-ci, c'est de rendre la présentation un peu plus dynamique qu'à l'habitude et pour pouvoir parler de ce sujet, du travail à partir des références qui sont les vôtres. Alors, je vais commencer par un peu cadrer le sujet travail dont on va parler aujourd'hui. Donc, j'ai demandé aux participants de me dire ce que le sujet, le travail, ça leur évoquait. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que l'étymologie du mot, qui est latine et qui vient donc de trépalium, est ressortie. Donc, trépalium, à l'origine, c'était un instrument de torture pour punir les esclaves. Donc, c'est une définition qui conditionne encore beaucoup la vision que certaines personnes ont aujourd'hui de leur métier. Et donc, un participant s'est référé à cette définition-là pour décrire le travail. Heureusement, une situation de travail passée pour lui. Mais d'autres répondants ont aussi qualifié le travail de charge, d'effort parfois. Heureusement, le travail aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Il y a des disciplines très complémentaires qui approchent la question du travail et de nombreux thèmes qui sont abordés. En fait, ce qu'on devrait rechercher au travail, c'est un équilibre entre trois facettes. Donc, tout d'abord, le travail pour un agriculteur, c'est un facteur de production qui va être au même titre que le capital ou le foncier et donc qu'il faut optimiser pour la viabilité économique de l'exploitation. Le travail, c'est aussi une organisation qui vise à assurer les tâches et les chantiers entre les hommes et dans le temps. Et puis, le travail, c'est une activité qui construit l'identité personnelle et professionnelle de l'agriculteur. Donc, à la question « Qu'est-ce que le travail vous évoque ?» vous avez vraiment apporté des éléments qui touchaient à ces différentes facettes du travail et de cet équilibre.
et les propos qui se rattachent à l'identité professionnelle et personnelle, avec des propos comme c'est un plaisir car j'aime mon travail, c'est ma vie, c'est une dignité, un sens pour moi. C'était vraiment dominant dans vos réponses et c'est quand même une assez bonne chose de voir qu'on aborde le travail de cette manière-là dans vos exploitations. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse, pourquoi est-ce qu'on prend de plus en plus compte le sujet travail aujourd'hui? Eh bien, je pense parce que c'est un sujet qui est complexe et qui évolue dans un environnement qui est de plus en plus complexe. Si on peut prendre que quelques exemples comme cela maintenant, on peut parler notamment de l'augmentation de la taille des exploitations qui a été progressive, et puis la réduction du nombre d'exploitations et de la main-d'œuvre qui est disponible au sein des exploitations. Donc, ces deux facteurs, ça a entraîné un accroissement de la production, de la productivité du travail, très importante ces dernières décennies. Puis, il y a aussi une évolution des attentes. Aujourd'hui, on souhaite avoir une certaine séparation entre la vie privée et la vie professionnelle, avoir plus de temps libre, etc. Donc, ces différentes évolutions du travail, elles vont challenger les différentes dimensions qu'on vient d'aborder du travail et donc complexifier l'équilibre travail qu'on peut avoir au sein de l'exploitation. Il y a des thèmes très différents qui vont être donc abordés pour, entre guillemets, rétablir l'équilibre travail. La plus récurrente des demandes qu'on reçoit, nous, donc au sein du réseau de conseillers, je dirais, c'est lié vraiment au temps de travail, c'est « je travaille trop »,« ma charge de travail, elle est trop importante ». C'est vrai que le monde agricole a la particularité de ne pas chiffrer son temps de travail, mais quand on prend le temps justement d'objectiver ce temps de travail, eh bien, on se rend compte qu'il y a une pression importante qui repose sur les agriculteurs. Donc, sur la slide, vous voyez les résultats de la méthode bilan travail qui est appliquée à l'élevage laitier en Wallonie. Donc, l'idée de la méthode, ça va être de chiffrer le temps de travail sur 3 types de travaux. Il y a tout d'abord le travail d'astreinte, donc c'est votre travail de tous les jours que vous ne pouvez pas différer. Donc, typiquement, en élevage, c'est le soin qui est apporté aux animaux. Ensuite, il y a le travail de saison, c'est plutôt justement le travail qui est différable et qui concerne à la fois les cultures, le troupeau et l'entretien du territoire. Et puis alors, il y a le travail rendu, c'est le travail que vous allez effectuer chez d'autres agriculteurs en échange d'une entraide de sa part. Et une fois qu'on a vraiment chiffré ces 3 types de travaux, on va avoir un certain temps disponible pour faire les activités qui n'ont pas été chiffrées. Et on voit dans cette étude au sein de l'élevage laitier qu'il y a seuls 26% des éleveurs de bovins qui, une fois qu'ils ont effectué toutes ces tâches, disposent de suffisamment de temps disponible. Alors, suffisamment de temps disponible, nous, on a fixé ça à 1000 heures sur l'année. Ça doit être au moins donc, égal à 1000 heures sur l'année pour pouvoir vous permettre de réaliser le travail administratif qu'on n'a pas chiffré, pour pouvoir dégager du temps pour gérer les imprévus, pour effectuer des travaux exceptionnels, mais également pour avoir du temps pour le domaine privé. En moyenne, donc je vous avais demandé de chiffrer environ votre temps de travail par jour. Donc en moyenne, on arrive à 6,5 heures par jour. Et donc, si on prend qu'une journée à 8 heures par jour, ben forcément, ici, on voit déjà comme c'est un peu compliqué de dégager ces 1000 heures par an. Et donc, avec peu de marge de manœuvre, les travaux imprévus risquent en fait de vous placer dans une situation qui peut être délicate. Mais donc, ce qu'on voit ici, c'est que le temps de travail, il peut être mesuré. On peut également développer des indicateurs de performance une fois qu'on a mesuré ce temps de travail afin de s'évaluer, de se comparer aux moyennes, aux références existantes. Donc ici sur la slide, vous avez quelques références pour des productions primaires. Et alors, en identifiant ces marges de progrès, l'étape de comptabilisation du temps de travail, elle peut être préalable à une meilleure organisation du travail. Cela dit,
la comptabilisation du travail, ça ne peut pas être une fin en soi. Donc, ces marges de progrès, elles doivent être vraiment mises en regard de la perception de l'agriculteur de son travail et puis de son bien-être au travail. Donc, comme on va le voir ici, le ressenti n'est pas toujours en phase, effectivement, avec la situation qui est objectivée. Le temps de travail, en général, va être corrélé avec son appréciation, hein. On voit qu'ici, au niveau du volume de travail, donc c'est la dernière des affirmations, c'est un aspect qui est plutôt positif pour la moitié des exploitations. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un répondant qui a en moyenne 8,6 heures de travail par jour, qui a une appréciation de son travail, de son temps de travail, qui est plus positive que quelqu'un qui en a 5 par jour. Et donc, ça souligne vraiment l'importance d'approcher le travail à la fois de manière quantitative, mais aussi qualitative, et ça renvoie à l'importance de la subjectivité de la relation au travail de chacun. Donc, pour certains, travailler 12 heures, ça va être un besoin, tandis que pour d'autres, ça va vraiment être insupportable. De plus, le travail, ça ne se limite pas à son temps, hein. Il y a de nombreuses autres facettes du travail et puis des autres attentes qui doivent être prises en compte pour mieux comprendre ce qui permettrait à un agriculteur de mieux vivre son travail. Donc, dans les affirmations qu'on a un peu demandées dans le petit sondage, il y avait la question de la gestion des périodes de pointe. On voit qu'elle semble problématique pour la moitié des exploitations. L'étude des périodes de pointe est nécessaire car ces pointes peuvent constituer des freins à l'expansion de l'exploitation, en particulier lorsqu'on combine plusieurs ateliers. Il faudra alors trouver des solutions pour pouvoir faire face à ces pointes de travail. Ce qui est assez étonnant ici, c'est que le volume de travail est considéré comme plutôt acceptable, hein. Donc c'est les deux dernières affirmations, charge quotidienne et volume de travail. Donc ce volume de travail est considéré comme plutôt acceptable pour la majorité des répondants, mais en règle générale, les répondants considèrent qu'ils ne savent pas suffisamment se dégager du temps libre. Alors, une autre facette du travail que nous avons abordée dans le petit questionnaire concernait les conditions de travail. Donc, les conditions de travail, elles englobent tout ce qui touche à l'environnement de travail. Et on voit que la pénibilité physique et le stress, la charge mentale sont quand même problématiques dans 50% des exploitations. Un autre thème qu'on a abordé, c'est l'organisation du travail. Donc, c'est tout ce qui touche à qui fait quoi et comment. En général, ça semble bien, il y a une bonne gestion en tout cas de l'organisation du travail dans les exploitations qui ont répondu au questionnaire, si ce n'est des petites difficultés concernant la gestion des imprévus. Au niveau de l'entente dans les collectifs de travail, tout semble bien se passer chez les répondants, hein. Comme vous voyez, c'est que des facteurs positifs qui sont ressortis de cette question-là. Ce qui est une bonne chose, puisqu'en effet, avec l'augmentation de la taille des ateliers et la multiplication des activités, on observe de plus en plus des grands collectifs de travail. Cela va entraîner des nouvelles compétences indispensables en relations humaines, en gestion d'équipe. Parfois aussi, juste savoir en fait déléguer le travail à quelqu'un d'autre, ce n'est pas quelque chose qui est toujours évident. Mais dans le cas des répondants, il semble que ces compétences en relations humaines sont bien établies. Et puis alors, il y a quand même 40% des répondants qui pensent l'isolement sur l'exploitation comme problématique. Et puis, alors, la dernière affirmation que j'avais glissée, c'était concernant la gestion administrative. Et là, on voit que pour 80% des répondants, la gestion administrative est plutôt considérée comme pesante. C'est un chiffre qu'on observe assez régulièrement entre les différentes études qui ont déjà été réalisées sur le sujet. Mais l'administratif, aujourd'hui, fait partie intégrante du travail en agriculture. Et il y a des recherches sur le sujet en France qui ont montré que pour des tâches administratives quotidiennes, donc vraiment l'ouverture du courrier, payer ses factures, etc., il faut déjà compter 1 heure par jour. Donc, c'est vraiment quelque chose qui devient conséquent au sein des exploitations. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez de cette petite partie introductive, c'est que le travail, c'est un équilibre et que cet équilibre, il est fluctuant dans le temps.
Et pour bien comprendre la problématique travail, il est certes important de chiffrer son temps de travail, notamment pour savoir comment se rémunérer, mais il y a de nombreuses autres facettes du travail et il est important de prendre en compte la subjectivité de la relation au travail. Voyons maintenant un peu comment on peut intégrer l'impact travail à ces différents projets. Optimiser son système, c'est probablement l'étape essentielle avant de passer à la diversification ou à l'agrandissement. Quelles que soient les motivations derrière l'agrandissement ou la diversification, il faut maîtriser la production de base et bien connaître la situation technique-économique et financière de l'exploitation. Pour optimiser son système, on va trouver des centaines de solutions travail qui sont regroupées sous des formes de fiches et témoignages. Parmi celles-ci, il y a des trucs et astuces qui sont vraiment des idées peu onéreuses pour améliorer le travail, même lorsque la situation financière n'est pas facile. Et puis, il y a la plateforme également Déclic Travail qui recense de nombreux trucs et astuces et fiches. On va en parler un peu plus dans quelques instants. Mais alors, donc, on voit que des solutions, il en existe énormément et l'enjeu, il consiste plutôt à trouver celle qui convient le mieux à vos aspirations et à vos objectifs. Et alors, pour vous aider à clarifier ces objectifs, il y a différents outils qui existent. Donc, il y a d'abord les autodiagnostics. Celui des chambres d'agriculture de Bretagne, donc c'est la miniature que vous voyez sur la gauche, permet de positionner en fait sa qualité de vie sur 5 axes différents et est très complet. Ensuite, il y a d'autres autodiagnostics un peu plus rapides. C'est le cas de celui proposé par la plateforme Déclic Travail. Pour de moment, cette plateforme, elle se destine vraiment à l'élevage de ruminants, mais elle se veut évolutive. Et donc, il y a déjà un projet Boost, il s'appelle comme ça, qui prévoit l'ajout de 3 nouvelles filières, donc volaille, porc et lapin. On va aller faire un petit tour sur la plateforme. Hop, Alors, si je peux t'interrompre Oui, 2 secondes, Chloé. dis-moi. Tout à l'heure, j'étais un petit peu distraite. J'ai oublié de vous rappeler, comme le dit la DIA, la première DIA d'accueil. Vous avez toujours la possibilité, comme le disait mon collègue tout à l'heure, d'aller sur le chat dans la barre en bas de votre écran et aller poser vos questions. Elles seront relayées. On les relayera aux intervenants tout à l'heure. Si jamais il y a toujours des participants qui auraient des petits problèmes de se connecter sur la plateforme Zoom, vous avez vu, il y avait un numéro de téléphone qui est le numéro d'Anne Doguet et vous pouvez la contacter pour qu'elle puisse vous aider à venir nous retrouver. Merci Chloé. Pas de souci. Donc, sur la plateforme Déclic Travail, il y a en fait 2 grands points d'entrée. Donc, soit on décide de faire un autodiagnostic, soit on va directement rechercher les solutions. Il y a également un onglet ici sur la droite qui vous permet de chercher des conseillers qui sont actifs dans le domaine du travail dans votre région. Donc, on va faire rapidement le point pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, tout d'abord, il faut préciser son contexte travail. Ici, je me suis inspirée globalement des réponses d'un répondant à l'enquête que j'avais proposée, tout en complétant un petit peu avec quelques idées, puisqu'il n'y avait pas exactement les mêmes questions. Je me permets, Oui, là, tu es en train de nous montrer Internet, c'est ça? Parce que oui, le vous partage voyez pas? d'écran, non, le partage d'écran, il faut le relancer Ah, quand tu fais ça. d'accord. Sinon, on est toujours sur PowerPoint. Parfait. Voilà. Vous voyez maintenant ou pas? C'est bon, ouais. Ouais. Donc, je vous montrais en fait les onglets ici. Donc, c'était faire le point. Donc, c'est là-dessus que j'ai cliqué pour l'instant. Et puis, il y a rechercher des solutions directement. Et alors ici, l'onglet avec l'ensemble des conseillers de travail. Donc, on va préciser un petit peu le contexte de travail sur l'exploitation. Donc, je vais mettre que c'est un éleveur de bovins viandeux qui habite ici vers Liège.
qu'il travaille régulièrement avec d'autres personnes sur son exploitation, avec des associés, et puis qu'il a une autre activité sur son exploitation d'accueil du public. Ensuite, on va passer à l'étape suivante. Et là, il y a une série de questions, un petit peu comme dans le sondage que je vous avais partagé, pour préciser votre ressenti au travail assez rapidement. Donc, il faut répondre le plus spontanément possible, le but à ces affirmations-là. La première concerne l'entente des personnes avec les personnes avec qui vous travaillez. Ici, on va mettre que ce n'est pas un souci. Par contre, l'éleveur trouve sa charge de travail trop importante. Et alors ici, vous avez la possibilité de dire si vous voulez que la charge de travail s'améliore. Et alors, le fait de cocher cette case-là, ça va vraiment conditionner les réponses que vous allez avoir par la suite. Donc, si vous ne cochez pas la case « et je souhaite que cela s'améliore », vous n'aurez pas de proposition par la suite par rapport à cette préoccupation. Donc ici, je vais mettre que je souhaite que ça s'améliore. Pour les points de travail, je vais dire qu'il a un souci, mais qu'il a quelques soucis, mais ce n'est pas prépondérant. J'ai du mal à me libérer du temps quand je le veux. Je vais mettre que ça va. Je pourrais mieux organiser certaines choses, certaines tâches, ça va également. Pour la pénibilité morale du travail, donc plutôt la charge mentale, je vais dire qu'il y a une certaine charge mentale pour avoir fini tout à l'heure. Et effectivement, je souhaite que cela s'améliore. Pour la pénibilité physique, pareillement, je vais mettre que je souhaite que ça s'améliore. Et puis, au niveau de la santé, la sécurité, on va mettre que ce n'est pas spécialement ses premières préoccupations. Ensuite, vous pouvez préciser votre ressenti sur certaines tâches en particulier. Ici, je vais mettre classiquement l'alimentation des animaux adultes en disant que c'est une charge de travail importante puisqu'on sait que dans l'élevage de bovins viandeux, c'est la tâche dont l'importance relative est la plus grande. Et puis alors, je vais mettre également que les tâches administratives sont compliquées puisque c'était ce qui était fort ressorti du questionnaire. En disant que c'est une charge de travail qui est trop importante et que j'ai du mal à l'organiser. Ensuite, vous passez à l'étape suivante et là, vous avez une synthèse de votre diagnostic. La plateforme va synthétiser vos préoccupations sur 3 thèmes travail. Pour l'éleveur en question, ce qui ressort, c'est plutôt des questions d'organisation du travail et d'une manière un peu plus importante, les conditions de travail. Donc, vous voyez que la jauge est davantage remplie. Et puis, vous pouvez alors descendre et explorer les pistes de solutions que le logiciel va vous proposer. Donc, vous voyez les solutions qui concernent les conditions de travail. Donc, il y a l'entraide, l'aménagement d'un bureau. Ça fait sens puisqu'on a dit qu'on avait des problèmes administratifs, planifier le travail administratif également. On peut aussi regarder les solutions qu'on propose au niveau de l'organisation du travail. J'avais mentionné que l'alimentation était une charge un peu trop importante. Donc, je vois qu'ici, il nous propose des solutions liées à la simplification de la distribution de la ration. Et donc, vous pouvez effectivement cliquer sur les différentes fiches, les explorer. Elles ont toutes une présentation assez identique. Donc, elles vont d'abord présenter le principe de la solution, également les intérêts, les limites, et puis alors comment pratiquement on peut mettre en œuvre la solution. Et alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on précise à chaque fois si on veut mettre en œuvre cette solution, est-ce que c'est une pratique qui est coûteuse? Combien de temps ça va me prendre pour mettre en place cette pratique? Et puis, est-ce que j'ai besoin de compétences particulières pour la mettre en œuvre? Si vous descendez, vous avez à chaque fois d'autres fiches ou des autres sources pour aller un peu plus loin dans la solution. Et donc, une fois que vous avez un peu exploré ces différentes propositions, vous pouvez les enregistrer donc dans le bas de la page et également imprimer. Donc ici, une synthèse. Donc, ça va vraiment vous sortir l'ensemble des fiches.
et avoir accès également à l'ensemble des trucs et astuces. Il y en a énormément sur la plateforme ici. Mais donc, par rapport à ces solutions, ce que je voulais quand même préciser, c'est qu'il est, il est conseillé de prendre du recul face à ces solutions. C'est un diagnostic qui est simple et rapide, et donc ça peut ne pas aboutir à des actions qui seraient adaptées, mais ça permet tout de même de s'inspirer de différentes solutions proposées et de réfléchir un peu comment est-ce qu'on peut adapter ces solutions à notre propre exploitation. Et puis alors, donc la deuxième entrée dans la plateforme, c'est de directement rechercher les solutions. Et là, vous avez 4 filtres proposés pour accéder à différentes solutions, dont directement une recherche libre via mots-clés. Donc voilà, je vais revenir au PowerPoint. Et donc, à côté de ces autodiagnostics qui peuvent vous aider à clarifier vos objectifs, il y a aussi en Wallonie différents services qui accompagnent les agriculteurs sur ces questionnements travail. Pour les éleveurs de bovins, donc, il existe un réseau de conseillers donc, dans le cadre donc, justement du projet que je suis ici au Centre de recherche Wallon. Et ce réseau de conseillers travail, il existe depuis 2015. Il s'agit en fait d'une approche globale qui repose sur 2 entretiens entrecoupés d'une phase d'analyse. Donc, durant le premier entretien, on va vraiment chercher à caractériser la situation actuelle de l'agriculteur et de cibler davantage les points qui méritent une attention particulière. Et puis alors, dans le second rendez-vous, dans le second temps, le conseiller et l'éleveur vont identifier et hiérarchiser des pistes de progrès qui sont adaptées à la situation de l'éleveur, mais aussi à sa personnalité. Le réseau, il se focalise principalement sur les aspects d'organisation du travail, mais la thématique du travail est beaucoup plus large, comme on vient de le voir. Et donc, il est nécessaire d'avoir des personnes ressources pour pouvoir aborder ces autres thèmes. C'est le cas notamment de Préventagri, que Johanna vous présentera par la suite brièvement, qui est plus spécialisée sur des questions de santé, sécurité et ergonomie. Il y a également Agricole qui a tout un pôle dédié à la gestion financière, à l'appui juridique, mais également à l'accompagnement dans les questions relationnelles et de soutien psychologique. Et puis alors, il y a des organismes qui n'ont pas pour vocation première, on va dire ça comme ça, le travail, mais qui peuvent l'intégrer dans leurs accompagnements selon les demandes. Donc, par exemple, l'accueil champêtre Wallonie qui intervient plutôt sur des questions de diversification. Donc, une fois qu'on a optimisé notre système, en cas de nouveaux projets, comme la diversification, que je vais prendre ici en exemple, il faut voir si les impacts prévus du projet sont gérables, sont faisables. Est-ce que le projet, finalement, il tient la route? Il y a différents aspects qu'il faut bien entendu prendre en compte. Il y a la faisabilité commerciale, technique, économique, juridique que vous connaissez assez bien, enfin probablement en tout cas mieux que moi. Et puis alors, il y a celle sur laquelle nous allons nous attarder un petit peu maintenant, c'est la faisabilité organisationnelle. En fait, en termes d'organisation de travail, il y a 4 grands leviers d'action qu'on peut mobiliser. Et la mobilisation d'un levier, ici donc le changement dans les activités, l'introduction de cet atelier de transformation, peut entraîner d'autres changements sur les autres leviers d'action. Et il est important de les identifier pour comprendre comment le projet il va modifier l'organisation du travail. Donc, l'exercice il consiste à voir comment l'introduction d'une activité de transformation, ici la transformation de beurre que j'ai prise comme exemple, peut affecter les autres leviers. Donc, il va s'agir de voir comment, au niveau des activités, quels produits est-ce qu'on va commercialiser, quel circuit de commercialisation on va utiliser. Il y a énormément de questions qui peuvent être abordées. Au niveau de l'équipement et des bâtiments, il faut également voir les changements induits. Au niveau de la conduite technique, on peut se poser également des questions de l'impact de l'atelier de transformation sur
la conduite technique initiale. Est-ce qu'il va falloir, par exemple, modifier l'alimentation du bétail pour atteindre certaines qualités organoleptiques du lait? Et puis alors, il y a également des impacts sur la disponibilité de la main-d'œuvre et les compétences de celle-ci. Et c'est bien sûr là-dessus que je voudrais bien un petit peu plus insister maintenant. Il y a quand même deux grands points d'attention à mettre quand on envisage un projet de diversification sur cet aspect main-d'œuvre. Le premier, ça concerne les besoins en main-d'œuvre. Et là, je voulais vous demander si vous saviez à combien on estime le temps nécessaire à la transformation de 1000 litres de lait en beurre. Je ne sais pas si quelqu'un ici a une idée du temps nécessaire. Personne n'a une idée? Vous pouvez prendre la parole. Je ne sais pas si dans le chat, il y a peut-être des réponses. Non, pas de réponse. Pas de réponse. Ok. Mais donc... il y a quelqu'un qui propose 8 heures. 8 heures, ok. Oui. Ok. Bon, en fait, les études, elles montrent qu'il faut en moyenne 25 heures. Donc, c'est beaucoup plus. Et donc, en fait, comme pour la production primaire, il existe des repères pour pouvoir un peu anticiper le besoin au travail requis par la diversification. La plupart nous proviennent de France, mais en Wallonie, on a aussi quelques références qui existent, notamment pour les gîtes et puis aussi pour la commercialisation de viande bovine. Ce sont des moyennes, hein, les temps vont du simple au triple, donc peut-être que chez la personne qui a répondu 8 heures, elle arrive vraiment à faire tout dans les 8 heures, c'est possible. Ça va dépendre donc de différents facteurs, la manière d'aborder le travail, le volume qu'on transforme au total, mais aussi les types de circuits qu'on va utiliser pour commercialiser le produit. Mais ça permet quand même de se faire déjà une idée sur les besoins en main-d'œuvre de la diversification. Et donc, la diversification va quand même créer un surplus de travail certain. Et puis, il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on va aborder ce surplus de travail. Est-ce qu'on crée de l'emploi ou est-ce qu'on cherche à se réorganiser ? Ce qui est certain, c'est que la juste évaluation du besoin en main-d'œuvre, c'est une des clés de réussite pour le projet de diversification. Et puis, un autre aspect sur lequel je souhaitais mettre un peu un point d'attention, c'est sur les nouvelles compétences liées à la diversification. Effectivement, donc, il y a différentes étapes qui sont liées à cette diversification, la transformation, la préparation, la vente, le contact avec la clientèle, le démarchage, la communication, etc. Et chacun de ces métiers va requérir des compétences et des aptitudes particulières. Et alors, la formation, l'information et les échanges peuvent être bien entendu des préalables et s'avérer indispensables pour assurer ce côté nouvelles compétences. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a identifié les éléments qui sont susceptibles de varier et donc d'affecter l'organisation du travail, c'est qu'on va pouvoir reporter l'ensemble de ces informations sur un calendrier du type qui est sur la slide. Et selon les combinaisons travailleurs et types d'activités, on va dégager une série de journées types et de semaines types. Et ce travail de projection de l'organisation du travail aide donc à projeter ces changements d'organisation et à éclairer les situations pour lesquelles des solutions devront potentiellement être trouvées. Donc, si je peux un petit peu résumer, les points clés pour bien réussir son projet de diversification, c'est de d'abord maîtriser la production primaire avant de se diversifier. Il faut réfléchir à son projet et puis à ses impacts travail. Donc, comme on vient d'en discuter, bien évaluer les besoins en main-d'œuvre, s'assurer qu'on a les compétences nécessaires et le cas échéant, ne pas hésiter à se former, à échanger à des personnes qui sont déjà dans ces ateliers-là. Et puis, finalement, il faut anticiper les changements d'organisation du travail en identifiant les différents éléments qui sont susceptibles de faire varier cette organisation du travail. Et puis,
en anticipant comment on va gérer justement ces changements d'organisation. Donc, le travail, au même titre que les autres facteurs de production, doit faire l'objet d'une réflexion approfondie. Il faut se poser les questions au bon moment, intégrer l'impact travail à vos projets, donc que ce projet concerne l'agrandissement de l'exploitation, la reprise d'une exploitation, l'association avec un autre agriculteur, etc. Il faut réfléchir à ce qui est prioritaire pour soi pour pouvoir intégrer l'impact travail à vos projets. Donc, est-ce que vous cherchez plutôt une cohérence entre la vie de famille et la vie professionnelle, avoir davantage de temps libre, optimiser le rapport entre le temps passé à votre activité et aux revenus qu'on en dégage? Ça peut être vraiment très varié et ces objectifs sont tous légitimes et méritent de faire l'objet d'une réflexion. Mais ce qui est certain, c'est que si les objectifs sont clairs, il est plus facile de trouver les solutions pour les atteindre. Merci de votre attention. Eh bien, merci Chloé. Tu nous as vraiment donné, balayé comme ça, toute une réflexion à avoir, je pense, pour autant qu'on ait envie de s'améliorer, d'évoluer sur son exploitation. Et je pense que tout entrepreneur a toujours envie de s'améliorer sur son exploitation, mais aussi la rendre attractive si à un moment donné, il a envie de la remettre ou s'il a des projets à installer. Je pense que cette réflexion et les quelques outils que tu nous as exposés sont très intéressants avant de se lancer dans quoi que ce soit. Voilà. On va peut-être relayer, on va te relayer quelques questions. Et puis après, on donnera la parole à Johanna. Moi, j'ai relevé notamment quand tu as demandé les heures de travail pour une activité de transformation qui était la fabrication du beurre. On pensait 8 heures, d'autres aucune idée. Ici, en moyenne, 25 heures. Voilà, ben, tu précises bien évidemment que ça dépend de plusieurs paramètres. Ça dépend de comment on est outillé, quelle infrastructure, quels outils on a, mais aussi il y a le poste main-d'œuvre. J'ai vu dans les interventions que ce poste main-d'œuvre revenait à plusieurs reprises parce que ça diffère évidemment sur pas mal d'exploitations. Il y a de la main-d'œuvre familiale qui parfois n'est pas toujours durable. Il y a de la main-d'œuvre, il y a des exploitations où la création d'emplois peut s'installer. Voilà, je pense que je ne sais pas ce que tu en penses au niveau de ces moyennes. Il y a peut-être encore d'autres paramètres à prendre en jeu. Oui, tout à fait. Mais ça varie par beaucoup de facteurs, mais effectivement, le type de main-d'œuvre, je pense, joue aussi un rôle dans l'efficacité du travail. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais effectivement, qu'on ne peut pas demander à un bénévole d'être aussi efficace que si c'était pour notre propre exploitation. Et ça, je pense que ça se vérifie pour un peu toutes les différentes spéculations, en tout cas. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire. Oui, mais voilà que les heures de travail qu'on va mettre pour une transformation vont fortement varier par rapport à l'équipement qu'on a ou par rapport à l'aide sur l'exploitation. Oui, c'est ça, tout à fait. Effectivement, il y a beaucoup de facteurs qui vont faire varier. Après, pour la transformation, c'est moins mon domaine de prédilection. J'ai eu moins l'occasion d'explorer pour l'instant, mais pour la production primaire, c'est sûr que l'équipement joue. Il y a également tout ce qui est disposition du parcellaire qui va jouer un rôle. Le comportement au travail, si on est plutôt perfectionniste, efficient, ou plutôt simplificateur. Il y a vraiment énormément de facteurs qu'on peut mettre en évidence et qui peuvent jouer effectivement un rôle sur l'efficacité au travail.
Oui. Alors, une autre question ici, du GAL entre Sambre et Meuse. Quel est le prix moyen pour de la main-d'œuvre pour la prise en compte des prix de revient? Ah, mais je pense que les organismes de comptabilité agricole, en tout cas, utilisent la rémunération d'un ouvrier agricole. Donc, on peut choisir de le faire comme ça. Ou alors, on peut choisir de se fixer soi-même un salaire horaire qu'on pourrait, et on pourrait voir si on atteint ou pas avec la production l'objectif de se rémunérer à ce tarif-là. Je pense qu'on peut avoir le choix des deux. Voilà, on a le choix des deux, à savoir que le coût d'un ouvrier agricole tourne autour de 18 € de l'heure, tout compris. Mais comme tu dis, est-ce que l'agricultrice qui transforme a vraiment envie de se rémunérer à 18 € de l'heure? Il n'y a pas non plus que la rémunération, il y a aussi la passion de transformer, je pense, hein. Tout à fait. Alors, une autre question, est-ce que ces accompagnements ont-ils un coût? Tu parlais de plusieurs services qui peuvent accompagner. Est-ce qu'elles ont un coût? Au niveau du service pour l'organisation du travail, donc on encadre pour le projet ici au CRA, ça c'est gratuit, c'est sur, vu que c'est un projet, l'offre est on va dire limitée, donc il y aura pour 40 éleveurs sous ce projet-ci. Donc voilà, après quand on aura fait les 40 éleveurs, on aura un peu épuisé le budget entre guillemets, mais c'est gratuit. Pour Prévente Agri, c'est gratuit aussi, hein, Johanna? Oui. Agricole, c'est également gratuit jusqu'à un certain nombre, je pense, d'accompagnements, en tout cas, qui est déjà assez long, il me semble. Les 5 premières, Et, je pense. oui. Et alors, accueil champêtre, je pense que ça fonctionne sous forme de forfait, mais on en parlait encore l'autre jour avec Johanna, c'est quelque chose qui est ce qu'on demande pour les services proposés, et peut-être, enfin, ça vaut vraiment la peine. Ok. Bien, voilà quelques questions qui ont été relayées, mais on ne va pas les relayer toutes pour l'instant. On y prendra soin tout à l'heure dans la séance questions-réponses. Et je vais passer la parole à Johanna, qui va plus aborder le pan sécurité, santé. Je pense que c'est tout aussi important. Voilà. Alors, j'ai un peu moins l'habitude de Zoom, mais normalement c'est bon. Donc, en effet, moi je vais présenter un petit peu tout ce qui est diversification, sachant que en fait, je ne dépends pas forcément que de la diversification. Prévente Agri, on est 4 conseillers en prévention avec différentes spécialités. Tout ce qu'on fait est toujours gratuit. Voilà. Donc on est des conseillers, on n'est pas des contrôleurs. Vous pouvez nous appeler sans risque d'être jugé en tout cas. On est vraiment là pour faire en sorte en fait que vous arriviez tous à la pension en bonne santé, enfin, autant que possible. Ça se traduit notamment par des analyses de risques ou des analyses de conditions de travail. Donc moi, mes spécialités, ce sont plus la manipulation des animaux, donc comment mieux travailler avec son bovin en sécurité, sans se faire mal au dos et avec le bien-être de l'animal. On peut essayer de tout combiner, c'est possible. Comment préserver son dos, on fait après plein d'autres choses. Et notamment par rapport à la diversification, on intervient donc, alors de préférence en amont, parce que quand tout est déjà défini, on ne peut plus rien changer, donc on a moins de choses à apporter. Mais en tout cas, essayer de construire donc un atelier dans lequel vous vous sentirez bien, qui soit optimisé pour le rendre justement, comme disait un peu Chloé, que tout soit le plus efficient possible. Donc juste pour aborder un petit peu, finalement, on en est où dans le secteur agricole? C'est vrai que quand on est indépendant, il y a une chose qui est super importante, c'est qu'il ne faut pas se blesser. Dans le sens où si vous êtes en arrêt pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 mois ou 6 mois parce que je me suis fait opérer du dos, qui va travailler à votre place? Ça, c'est quand même une question sur laquelle il faut avoir une réponse. En tout cas, il faut au moins se la poser à un moment donné. Dans l'idéal, c'est évidemment d'éviter de se blesser parce que tout ce qui engendre des accidents, ça va engendrer des démarches administratives et on a vu que, on en a mis en sport, je pense. Et éventuellement des retards dans les travaux. Si par exemple, je ne peux pas aller traire mes vaches, qui va s'en occuper? Parfois, il y en a des amis ou des collègues qui peuvent nous aider, mais pendant combien de temps?
ça peut représenter un surcoût financier et énormément de stress. Donc, voilà, la statistique, on va pas en faire trop longtemps, vous inquiétez pas. Par exemple, le secteur agricole, dedans, on regroupe tout ce qui est élevage, donc au niveau des animaux, tout ce qui est grande culture, mais aussi tout ce qui est éventuellement viticulture, les horticultures et tout ce qui est sylviculture, donc le travail du bois. C'est ce qu'on appelle donc le secteur agricole. Et donc, voilà, en Belgique, il y a plein d'autres secteurs, j'en ai mis quelques-uns. À votre avis, alors je vous laisse réfléchir et donner une réponse dans votre tête, où situeriez-vous le secteur agricole? Est-ce que plutôt 1, beaucoup d'accidents? Ou plutôt 10, franchement, je pense qu'au secteur agricole, il y a assez peu d'accidents. À votre avis, où jugeriez-vous le secteur agricole? Donc, il faut savoir que pour le secteur, notamment en 2018, ça a été le premier secteur à risque avec donc le bâtiment. En gros, chaque année, ça dépend, est-ce que c'est l'agriculture ou le bâtiment qui gagne? Et malheureusement, c'est souvent, ça dépend du nombre de morts. Voilà, une statistique très comique, mais bon. Alors ça va dépendre au niveau de la fréquence. Est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents? Donc c'est le nombre d'accidents par million d'heures travaillées. C'est vraiment rapporté au travail. Et le taux de fréquence, c'est 16,2. Voilà, moyenne nationale en Belgique, pour avoir une notion, c'est 16,2. Et on voit que par exemple, tout ce qui est production animale, on est à 23. En fait, c'est beaucoup quand même, comparé donc à la moyenne nationale. La forêt ou les parcs et jardins, évidemment, ça explose tout. Finalement, l'arboriculture ou le maraîchage, au niveau quantité d'accidents, il n'y en a pas beaucoup. On voit le bâtiment 38 ou la sidérurgie 4,4. Bon, avoir des accidents, c'est une chose, mais finalement, est-ce qu'ils sont graves? Eh ben, au niveau de la gravité, pareil, moyenne nationale belge, on est à 1,7. Voilà, c'est le nombre de temps qu'une personne reste en arrêt. Et on voit qu'en fait, la production animale, donc dedans, dans la production animale, il y a tout ce qui est diversification, hein, évidemment, on est plus du double de la moyenne nationale. C'est-à-dire que les accidents, il y en a quand même plus que la moyenne, et en général, ils sont quand même assez graves. Vous avez tous vu, à mon avis, dans les articles de journaux, des choses passées ou entendu des accidents chez les voisins ou des connaissances en agriculture. C'est quand même un milieu où il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de dangers et des fois on s'y laisse prendre. Donc, ce qui va aussi nous intéresser, moi en tant qu'ergonome, parce que vous avez vu, je suis à la base, je suis conseillère en prévention et ergonome donc dans tout ce qui est secteur agricole depuis 16 ans. Donc j'en ai fait 10 années donc, côté français et ça fait 6 ans que maintenant je suis en Belgique. C'est vrai que j'avais oublié de me présenter. Et donc en fait, au niveau dos, de savoir si les gens ont mal au dos, mal aux épaules en agriculture, en gros en Belgique, on n'a pas de statistiques. C'est quelque chose d'assez neuf, la reconnaissance de la maladie professionnelle et depuis 2012 pour tout ce qui est tendinite, mal de dos et franchement, c'est très compliqué. On va pas se le cacher. Donc je me suis permise de prendre des statistiques françaises parce que pour avoir vu les 2 maintenant, on remarque que c'est à peu près le même travail, hein. Et les gens, quand ils commencent à travailler tôt dans l'agriculture, on remarque que vers 40 ans, 50 ans, c'est là où on a évidemment la grande majorité de gros problèmes de dos, d'épaules, de coudes et de poignets. Donc c'est ce qu'on appelle les TMS. Et donc, peut-être que parmi vous, il y a déjà des personnes hein, qui souffrent un peu du dos de temps en temps, mais ça va, ou un peu de l'épaule. Et au niveau diversification, on a quand même beaucoup de personnes qui ont des douleurs. Parce qu'au début, on investit peu, parce qu'on n'a pas trop d'argent. Et puis on se retrouve à avoir mal parce que c'est quand même mal prévu ou difficilement prévu. On se dit: «Ça va aller», on force sur son corps et au bout d'un moment, son corps dit: «J'en peux plus». Bon, juste pour la notion de danger et de risque, par exemple, une tronçonneuse, c'est dangereux et utiliser une tronçonneuse, on prend des risques. Les risques d'avoir une coupure, d'avoir une fracture et le tout, en fait, notre travail après Montagris, c'est d'évaluer. Est-ce que, ce que les personnes font, ça représente beaucoup de risques? Par exemple, au niveau fréquence et gravité ou pas? Alors je passe un petit peu tout ça, plus rapidement pour rentrer dans le vif du sujet. Donc les risques, voilà, il y a une liste ici, les chutes de plein pied, les chutes de hauteur, les chutes d'objets, le bruit, on va regarder les manutentions manuelles. Est-ce qu'il y a des produits chimiques? Est-ce qu'il y a de la poussière? Par exemple, tout ce qui est maladie du poumon de fermier avec, tout ce qui est foin qui a pris, un peu l'humidité, donc on voit une sorte de poudre blanche comme ça fait beaucoup de problèmes au niveau des poumons. On va regarder si la personne, au niveau de l'électricité, est-ce que c'est conforme, au niveau de l'incendie, des ambiances, bon, ambiance climatique, c'est un peu plus compliqué. L'éclairage, les animaux, est-ce qu'il y a des intervenants extérieurs, comment la personne fonctionne, comment elle arrive à travailler.
et quelles sont éventuellement les difficultés. Par exemple, alors, bon, je vais vous raconter un accident. Je raconte des accidents français pour éviter que vous connaissiez, comme j'en ai pas mal aussi de ce côté-là. C'était un vendeur de patates, donc c'était un exploitant avec 2 salariés, à côté de la Picardie. Donc c'est un accident qui date un peu maintenant, mais bon. Et son poste de travail à la personne, c'était ça. Donc il y a les patates qui arrivent d'un côté, ça tombe dans le gros big bag, ça remplit de patates. Et l'une des parties de son job, c'était d'enlever donc ce big bag, de remettre un sac, etc. Donc il préparait pas mal de choses comme ça. Et donc, pour enlever les anses, parce que vous voyez, le big bag est tenu par des crochets, il montait en fait sur la barre horizontale, qui est à 70 centimètres de haut, lui c'était 70, il montait dessus pour aller décrocher. Un jour, après 20 ans de bon et loyaux service, malheureusement, il est tombé, il est mal tombé, il est tombé sur la tête et il est mort. Enfin, il avait 42 ans. Donc forcément, pour une exploitation qui a 2 salariés, c'est quand même un coup dur. Et ils n'avaient jamais vraiment vu en fait ce problème, ou ils s'en est jamais plaint non plus. Et à votre avis, quelle aurait été la solution? Alors ça peut être par exemple une plateforme avec des escaliers, pour pouvoir accéder donc à ces crochets et pouvoir enlever. Ça pourrait être une escabelle ou une échelle ou, nous c'est évidemment l'option qu'on va préférer, tout simplement la sécurité, c'est aussi ça, un crochet au bout d'un bâton. Donc il reste au sol, comme ça plus de risque de tomber, de chute de hauteur, et il enlève ses crochets depuis le sol avec un bête bâton avec un crochet. On prévoit un endroit pour le ranger, emballer, c'est peser. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on a tellement l'habitude, ça faisait 20 ans qu'ils faisaient ça, ils se posaient même plus la question, qu'on ne se rend pas compte des risques qu'on prend. Et donc notre rôle aussi, Préventagri, c'est l'avantage d'une entreprise en extérieur qui connaît bien tout ça, qui connaît en fait les statistiques aussi accidents, qui pourra vous dire, ben voilà, à ce niveau-là, il faut peut-être améliorer. D'autant plus qu'il y gagne du temps, il y gagne de la santé et de la sécurité. On essaye d'allier souvent les trois. Parce que gagner de la sécurité et perdre énormément de temps, on sait que ça ne sera pas fait, donc on ne propose pas. Il faut que ce soit pas cher. Donc, fort de tout ça, eh ben, on va passer un peu à la diversification et les différentes étapes. Donc, première étape, c'est faire le point un peu sur sa situation actuelle, c'est ce qu'avait un peu évoqué Chloé aussi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite faire? En fait, un peu élaborer votre projet, clarifier vos objectifs, savoir ce que vous voulez faire. Ben, moi, je veux faire juste du beurre. Moi, je veux faire du beurre, de la crème glacée, des gâteaux. Je veux tout faire. OK? Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire des yaourts ou alors du fromage. Enfin, voilà, c'est de clarifier un peu tout ça. Parce que tant que vous n'avez pas clarifié votre projet, nous, on ne pourra pas faire grand-chose. Il faut que vous ayez déjà une bonne idée. Ensuite, on regarde ce qui est possible selon le territoire. Bah, si en plus mon voisin fait déjà beaucoup de beurre, je vais peut-être pas me lancer dans le beurre pour éviter aussi la concurrence. Étudier le marché, les consommations, qu'est-ce que dans mon secteur, qu'est-ce que les gens attendent un peu. Une fois que vous savez un peu, vraiment, enfin, c'est bien mieux défini, que vous savez quelle machine à peu près mettre, parce que vous avez défini votre production, nous, on peut rentrer en compte, donc au niveau de Préventagri. Souvent, on travaille en collaboration avec diverses fermes pour concevoir votre atelier. Donc vous avez à peu près aussi, une distance, vous dites: «Ah maintenant je ne sais pas où le construire, il faut que je réfléchisse». Alors si c'est du 5 mètres par 10 mètres ou du 30 mètres par 40 mètres, évidemment, on ne pourra pas travailler de la même façon, enfin nous, au niveau réalisation du projet. Et évaluer les risques, un petit peu là comme je vous ai exposé, au niveau de la charge de travail, si le frigo est à côté, bah, ça fera moins de distance et on réfléchit à comment positionner un peu tout ça pour que ça soit le plus pratique possible. Exemple, il y avait une dame qui avait construit un bel atelier. On n'avait pas fait d'intervention, hein, et en fait, au moment où elle a voulu rentrer sa cuve pour faire son fromage, elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié qu'il fallait une double porte. Donc, bah, voilà, elle a un atelier tout neuf, elle est obligée déjà de casser une partie de l'atelier pour concevoir sa double porte et donc enlever sa porte qu'elle avait mis. Donc c'est quand même une perte financière, pas énorme, mais quand même pas négligeable. Donc le but, c'est de réfléchir à tout ça. Le avant, le après, si j'ai un entretien à faire, que je dois sortir une machine, si je veux avoir une plus grosse cuve, comment je fais au niveau des accès. C'est tout bête, hein, mais ça arrive plus souvent qu'on croit. Donc, voilà, comme je vous disais, ça fait longtemps que je travaille sur ce sujet. J'étais dans le Jura, donc tout ce qui est, comté ou chèvre, il y en avait pas mal. Là, c'est des retours d'expérience, hein. Les 6 premiers mois, heureusement que j'avais du matériel efficace pour pouvoir me lancer et vendre, parce qu'en effet, si on se dit: «Je me lance avec 3 fois rien». Il y a des personnes, elles prennent des casseroles, et des casseroles et des casseroles pour faire des yaourts. Et elle y passe, mais un temps monstrueux pour au final, bah oui, elle fait des super yaourts, pas de souci, mais y passer 8 heures au lieu d'1 heure,
Et à un moment donné, elle ne se paye pas du tout, elle perd du temps, elle perd énormément de temps et pour elle, c'est pas rentable. Donc il y a un moment, il y a un minimum d'investissement à mettre en place. Ce sont des petites choses qui, mises bout à bout, me permettent d'avoir du temps, plus de temps donc pour chez moi. Alors la production, l'exploitation, la diversification, c'est top, mais vous avez aussi une vie, des enfants, un mari peut-être ou une femme et donc il faut aussi penser avoir du temps pour vous. C'est vraiment très important. Souvent les gens veulent tout faire et au final, ils se retrouvent, à faire que ça et à oublier un petit peu, leur vie personnelle. Donc nous, on est là aussi pour le rappeler. Donc c'est tout le principe de l'organisation du travail, hein. Toute seule, j'étais obligée d'avoir du matériel, j'avais besoin de gagner du temps, particulièrement au démarrage avec les charges administratives. Donc là, il y a des organismes, hein, qui sont là pour vous aider, il ne faut pas hésiter. Comme on évoquait, il y a des organismes pour une cotisation annuelle finalement qui aident énormément sur tout ça, parce que c'est quand même pas facile de se lancer. Les répartiteurs et le bloc-moule sont des investissements qui permettent de gagner beaucoup de temps et qui sont largement rentabilisés en 2 ans. Donc oui, parfois c'est des investissements, mais il faut aussi voir l'amortissement. Donc on manque encore un petit peu de données, en Wallonie sur, tout ce qui est gain de temps par rapport à l'investissement, mais c'est un projet, je pense qu'on développera, à l'avenir. Voilà, alors une estimation rapidement, 50 000 litres de lait de vache, on estime que c'est 1 000 à 2 000 heures de travail. Bon, entre 1 000 et 2 000, vous avez vu quand même une sacrée marge. Le temps de travail, on comprend évidemment tout ce qui est fabrication, mais il faut comprendre en compte aussi ce qui est nettoyage, la vente, la mise au point de produits, parce que bah, vous allez vouloir créer des produits. Et ça prend du temps, parce qu'il y a des échecs et il y a des réussites. Et après, il faut pouvoir réussir de nouveau les réussites. Et donc, les gammes. Donc, entre le type de produit, la largeur de la gamme, entre ceux qui veulent tout faire et ceux qui veulent se spécialiser, on se rend bien compte que c'est pas du tout pareil. Est-ce que je vends tout à la ferme? Donc, je n'ai plus qu'à mettre dans mon magasin et les gens viennent à moi. Ou est-ce que je décide de livrer? Ça aussi, il y a énormément de temps au niveau de la livraison, parfois beaucoup de perte de temps. Et là, il y a un outil chez Diversifem qui est gratuit, qui permet de calculer tout ça. Donc, entre les livraisons, si je le fais en camion, si je le fais en voiture, si je le fais en vélo, c'est pourquoi pas. Donc, il y a plein d'outils. Enfin, tout ça, on pourrait vous l'envoyer, bien sûr. On avait établi un questionnaire il y a déjà maintenant 3 ans, je crois, sur après la construction, en fait, quelles ont été les problématiques des personnes. Parce que le but, c'est de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour bah, nous mieux conseiller à ce niveau-là. Et donc, il y avait les conditions de travail. À 42% des gens, on avait eu quand même plus d'une centaine de personnes qui ont répondu, donc c'est quand même significatif, qui disaient que finalement, ils avaient prévu trop petit. Et donc, il a fallu réagrandir et pour et gagner du temps. Oui, c'était voilà, finalement le gain de temps, au bout d'un moment, il commence à être vraiment très prégnant. Les difficultés, bah, il se trouvait qu'ils avaient beaucoup de problèmes au niveau de l'accompagnement. Donc, bah, avec nous, Préventagris, parce qu'on ne faisait pas ça avant, donc c'est depuis que je suis arrivée qu'on a commencé à accompagner à ce niveau-là. Sur le choix du type de sol, du positionnement, en fait, comment je place mon matériel. Alors, on peut faire des petits bouts, je vais vous montrer après, hein, à quoi ça ressemble. Quel matériel choisir et où? Et beaucoup de personnes, en fait, 30 ont déjà tout remis en place leur matériel parce que ça n'allait pas du tout. 20 se sont rendus compte qu'ils avaient investi dans la ventilation, mais ça n'allait pas. Et 16 ont tout refait l'éclairage parce que ça n'allait pas. Donc, nous, en fait, on vient sur l'exploitation, souvent, pour voir à peu près l'endroit où ça sera. On identifie les secteurs. Donc, est-ce qu'il y a de l'affinage, du saumurage? Est-ce qu'on est en fabrication? Combien j'ai besoin de. Est-ce que j'ai une étuve qui ressemble. Enfin, les placards étuves ou est-ce que je veux un maturateur spécifique? Quelles sont un petit peu les envies de la personne à ce niveau-là et son budget, évidemment. On identifie les flux de matière. Bah, une fois que je prends mon lait, déjà il arrive comment mon lait? Ensuite, une fois qu'il est là, comment je le mets dans est-ce que je fais un pasteurisateur ou est-ce que je travaille en lait cru? Ensuite, comment je fais au niveau de la répartition? Est-ce que je fais du yaourt et où est-ce que je m'installe? Une fois que mes yaourts sont donc empaquetés, voilà, enfin les différentes étapes, on réfléchit à tout pour que ce soit le plus optimal possible. Et ensuite, bah, on réalise des plans en 2D, 3D et on envoie un rapport. Ensuite, évidemment, on peut tout modifier. C'est une fois qu'on a le plan, on se rend compte: «Ah bah tiens, non, finalement, ça, j'aimerais pas ça comme ça, je préférerais ça comme ça». Ça permet de réfléchir un petit peu, parce que là, c'est un premier jet et puis après, on fait le point. Là, par exemple, alors c'est les premières fiches pratiques donc qu'on a réalisées en partenariat avec Diversiferm. Alors, il y en a 12 qui vont sortir. Pour l'instant, on en a 4. La 5e est en cours. La première, bah, c'est les ouvertures. Alors, je ne vous ai pas mis toutes les pages, hein, comme vous voyez, c'est la page numéro 4. Les ouvertures, ça va, bah, je mets comment mes fenêtres? Parce que travailler dans un atelier sans fenêtre, on sait que psychologiquement, en fait, c'est hyper dur.
Notamment, on recommande au niveau des banques, tout ce qui est comptage d'argent, ils sont dans une pièce fermée parce que c'est obligatoire. Et en fait, on ne peut pas y rester plus de 2 heures. Ça, c'est la recommandation. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que travailler dans une pièce sans vue extérieure, c'est juste très difficile. Donc, on va parler fenêtres, on va parler quel type de fenêtres choisir, comment les placer, comment les entretenir, voilà, etc. Ensuite, on parle de murs et de plafond. On a aussi une fiche en plusieurs étapes. On décrit tout. Voilà, alors les panneaux sandwich, quels sont les avantages, le bardage, à quelles conditions on peut mettre en place du bardage. Bien sûr, toutes ces fiches ont été réalisées avec l'accord de l'APSCA, hein, on en reparle à chaque fois. Ça fait plusieurs années maintenant que je travaille avec eux. On a des relecteurs. Quels sont les avantages de la résine époxy? Quel joint choisir? Éviter les erreurs, les écueils. Il y en a qui mettent du carrelage avec des joints ciment. Bah, à un moment, ça va pas. Il faut tout refaire à chaque fois. Les peintures alimentaires, alors où elles sont ses limites? Et par exemple, en du ciment peint. Voilà, toutes ces possibilités sont ouvertes, mais il y a des avantages et des inconvénients. Notamment le choix du sol. On sait que le choix du sol, c'est 30 des accidents du travail, donc c'est quand même important à ce niveau-là. Quand ça glisse, mais qu'est-ce que c'est désagréable de travailler dans un atelier qui glisse tout le temps, on se sent pas bien. Donc ça va être d'essayer de réfléchir à un sol selon les conditions. Si je suis en boucherie ou si je suis en lait, évidemment, on n'aura pas le même sol, parce qu'en boucherie, il y a beaucoup moins de produits acides ou de produits basiques. Combien je mets de siphons? Donc là, par exemple, c'est un siphon par 20 mètres carrés. On évite, par exemple, dans certaines pièces, il est hors de question de mettre un siphon dans l'affinage. Ça n'a pas trop de sens. C'est en tout cas si c'est inférieur à 30 mètres carrés. Quels matériaux? Voilà, est-ce que je le mets central? Parce qu'il y a plusieurs façons de mettre un siphon, voilà, avec différents schémas. Donc ça permet comme ça de se donner une idée de ce qui existe, des avantages et des inconvénients et de choisir. Mais on va pas choisir pour vous, ça c'est pas possible, c'est vraiment très personnel au niveau du budget. Parce qu'on me dirait bien toujours: «Bah oui, choisissez l'époxy, la résine époxy au sol, installée par quelqu'un de professionnel, c'est génial», mais ça a un certain coût. Un truc qui est assez compliqué, à mon sens, c'est l'éclairage. C'est un milieu un peu obscur, justement. Souvent on dit à l'électricien: «Bah oui, place-moi des trucs et puis on verra bien». Et c'est là que juste rentrent en compte les 16 de personnes qui ont absolument refait tout l'éclairage parce que ça n'allait pas. Pour installer un éclairage, il y a une chose essentielle, c'est d'avoir défini son atelier. Les gens parfois, ils font l'atelier, ils mettent l'éclairage et puis on verra après. Résultat, on se retrouve sur une table à travailler avec l'éclairage qui en fait a été mis derrière nous et avec l'ombre donc portée et on ne voit plus ce qu'on fait. C'est très désagréable. Donc après, il y a des façons d'y remédier à pas cher, mais bon. Donc déjà, essayer de construire l'atelier avant de passer l'éclairage et de 2, quel éclairage je vais choisir? Quand on va dans un magasin et qu'on regarde les luminaires, c'est un peu, c'est un peu alambiqué, hein. Donc nous, on vous a fait une petite méthode pour comprendre ce qui est marqué, savoir lequel choisir, et savoir combien en mettre dans ma pièce. Parce que ça aussi, c'est quand même important de savoir, la quantité de lumière. L'électricien, il va dire: «Bah, je vous en mets 4, hein». Ah oui, et pourquoi 4? Bon, je sais pas, c'est souvent dans cette pièce où on en met 4. Bah, peut-être qu'en fromagerie, notamment, on a besoin d'une très bonne visibilité. Il en faudra 6 et non 4. Donc, pour avoir ça, on calcule avec des luxes, hein, mais toute la fiche est bien conçue pour comprendre un peu cette matière. On l'a déjà fait relire à plusieurs agriculteurs, ils ont très bien compris, donc c'est que c'est compréhensible. Et on partage aussi tout ce qui est LED, on explique un peu comment fonctionne le LED, parce que c'est pas forcément le même fonctionnement que les autres au niveau du choix. On parle des frigos, parce qu'en général, il y en a toujours, qu'on soit en maraîchage, en viande ou en lait. On a besoin de fameux frigos et il y a des réglementations que les gens oublient. Il y a aussi des arnaques. Donc comment s'en prémunir? Les gens qui vous disent qu'ils ont remis, par exemple, un certain gaz, clairement c'est faux. Donc on vous fait payer pour rien. Et ça, clairement, on a parlé avec des frigoristes qui ne sont plus frigoristes au jour d'aujourd'hui, donc ils se permettent de s'exprimer à ce sujet. Et clairement, ils disaient: «Ouais, on fait raquer, on fait 100 €, 200 € en plus. De toute façon, les gens, ils y connaissent rien, ils y voient rien». C'était un peu triste d'entendre ça, mais pas tout le monde évidemment le fait. Mais le patron leur demandait de rajouter des petits excédents. Donc comment choisir? Comment l'entretenir? Tout ce qui est banque, réfrigéré, on l'oublie, il y a un entretien, pour éviter qu'il y ait de la flotte partout et que ce soit vraiment au niveau hygiène pas très, pas top, on va dire.
Alors voilà, les futures fiches qui arriveront, ça sera l'incendie, quelles sont les obligations. Alors si c'est un magasin inférieur à 100 mètres carrés, aucune obligation. Mais si vous faites un point de vente avec du public, il peut y avoir quand même quelques petites choses. Et là, j'avais eu quelques déboires avec des menuisiers, donc des gens qui montent des portes. Alors quand il y a du vent, évidemment, il y a une logique au niveau du sens d'ouverture de porte qui vont conseiller pour éviter d'arracher la porte. Mais en fait, au niveau réglementation, c'est non. Il faut que la porte s'ouvre vers l'extérieur. Et lui, il la faisait ouvrir vers l'intérieur pour éviter le vent. Donc il a raison pour le vent, mais au niveau réglementation, en fait, il n'est pas bon. Donc il y a des gens qui ont des portes dans le mauvais sens. Bon bah, tant qu'il se passe rien, de toute façon, personne ne va rien dire, mais c'était dommage. Tu vois, le vent qui arrache des portes quand même, en Wallonie. Bon, des fois c'est un peu venteux, c'est vrai, mais on n'est pas en Islande non plus. Donc combien d'extincteurs, quels sont les types de signalisation pour l'évacuation, ça c'est une fiche qui va arriver, mais on a déjà des conseils à mettre dessus. Ce qui va beaucoup vous intéresser aussi, c'est l'ergonomie. Là, bon, la fiche, justement, c'est la 5e fiche qui est en train d'être construite. Bon, là, c'est le comté, comme vous pouvez voir, j'avais pris des photos du Jura. Et les gens, notamment, avaient mal au dos, mal aux épaules. Et donc, on parle tout ce qui est hauteur de travail. Comment, quelle table choisir, quel évier, quelle profondeur, qu'est-ce que je fais, quelque chose que je choisis comme matériel. Ça permet de répondre à beaucoup de ces questions. Voilà, là, on parle des problématiques, des coups de poing avec le bras à chaque fois qu'elle lève tout le temps. Elle prend le comté, elle le remet sur la balance. Donc, on a jamais... Ça, c'est une étude parce que j'avais fait, je l'avais suggéré de faire un trou et de mettre la balance dedans tout en maintenant un espace pour le nettoyage. Il y a pas mal de choses qui ont été réfléchies et les personnes étaient quand même très heureuses après. On est soulagés. Réfléchir à la manutention. Le but, c'est pas de travailler avec des seaux qu'on porte tout le temps de pièce en pièce. C'est très pénible pour le dos, même si on est jeune et qu'on le fait sans problème, il y a un moment, comme je vous le disais, où le dos n'en peut plus. Donc, quels sont les matériels adaptés? Quel type de bon matériel choisir? Parce qu'il y avait aussi des personnes qui achetaient des tables pas chères en faux inox, c'est-à-dire que c'était un inox de surface, et au bout d'un an, tout était rouillé. En fromagerie, ça tient pas. Il faut acheter du vrai inox, ça a un prix, c'est vrai, mais sans ça, vous êtes bon pour tout jeter et tout refaire, quoi. Voilà, les roulettes, les choses comme ça, les répartiteurs, les pompes, moins de bruit possible. On va évoquer tout ça donc avec les personnes. Je vous montre un petit peu de matériel. Tout ce qui était bac avec la presse par poids, ça c'est génial ces bacs-là. Le caillage, plutôt que d'avoir des bacs qu'on transporte dans des bacs ou dans des seaux et on rechange encore de seaux, et bien on fait tout dans le même bac avec des roulettes, franchement. C'est quand même au niveau gain de temps et au niveau confort de travail, un investissement en général, les gens en sont très contents. Ils se disent pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Parce que les personnes ne savaient parfois pas toujours. Un exemple au niveau du frigo. Enfin, vous voyez peut-être pas, c'est assez flagrant pour moi. Tout ce qui est lourd, c'est une tactique qu'on a aussi parfois à la maison, on le met au sol. Et c'est des seaux qu'elle manipule tous les jours. Donc, en gros, quand c'est au sol, c'est-à-dire qu'il faut se baisser, il faut prendre le truc, il faut se relever, la charge est lourde. Et ben tout ce qui est lourd doit aller, et manipulé de façon fréquente, doit aller en fait à hauteur de hanche. Tout ce qui est léger, on peut le mettre en bas. Tout ce qui est caisse de beurre, on va le mettre à hauteur de hanche. Et on va essayer en fait de réaménager son frigo avec ça en tête, avoir les choses lourdes à portée de main. Tout ce qui est léger, c'est plus facile à aller chercher, donc c'est quand même en prise de tête. Voilà, donc là, elle avait ce qui était le plus lourd était en bas. Et... Voilà. Le marché. Alors c'est vrai qu'au niveau, si vous faites des marchés, ça peut être très dur. Clairement, au début, on est très content, c'est génial, on rencontre du monde. Puis au niveau travail, on se dit que quand même, c'est compliqué. Et donc, il peut y avoir, là, comme vous voyez, des remorques vitrines, où en fait, on va tout mettre dedans, on va tout placer, on ferme le truc, on l'accroche à la voiture, on y va, et on est directement, en fait, en position, on met le vite-abri et ce qu'il faut en complément avec l'affichage, ou des choses plus évoluées. Mais gagner du temps au niveau des marchés, plutôt que d'en perdre, je pense que c'est vraiment très, très important. Parce qu'au niveau temps de travail, c'est surtout si on en fait beaucoup, c'est très imposant. Donc il faut y réfléchir. Voilà, on va parler lavage, des jets, des enrouleurs automatiques, comment bien aménager, vous voyez le lavabo, avec tout le petit matériel juste à côté. Les gens en général en sont vraiment très contents. Donc on réfléchit un peu à tout ça, on propose et après les gens disposent. Les accès en hauteur, là c'était pour de l'affinage. C'est en Bojex, c'était dans le Jura. Avec des petites marches pour accéder au fromage qui était plus haut.
Donc, résultat, je vais vous montrer directement les différentes images. On va gérer tous ces flux, comme je vous l'ai dit, le placement des machines, la luminosité, le bruit, et on se retrouve donc avec ça. Bon, là, c'était un grand atelier, hein, j'en ai d'autres des plus petits, mais celui-là, il était assez grand. Il y a le magasin en bas, on a les différents secteurs donc encadrés en bleu. Voilà ce que ça donne. Alors là, c'est les plans spécifiques pour l'AFSCA. Parce que l'AFSCA, pour avoir une prévalidation, ce que je recommande pour éviter les problèmes, parce que après, s'ils ne sont pas contents, faut tout défaire. Donc bon, pour une prévalidation, il faut avoir toutes les surfaces. Et donc ici, on a toutes les surfaces et les dimensions. Donc on peut imprimer. Après, on fait notre petite flèche de circulation pour montrer les flux humains, les flux matériels, les flux de stock, donc des matières sèches ou des matières premières. On leur envoie, ils valident pas, ou ils font quelques recommandations. Là, c'est des plans spécifiques qui peuvent être utilisés donc, pour l'AFSCA ou pour l'architecte même. Voilà. Ensuite, la deuxième chose intéressante, c'est la vue. Quand on commence à placer les objets avec des hauteurs de travail, bon là le plafond était très haut, hein, mais avec des hauteurs de travail, des tables, on peut commencer à s'imaginer à travailler dedans. Donc là, on voit, oui, donc là c'est le pasteurisateur, ici je fais le beurre, donc j'ai ma table juste derrière, et là je vais placer donc mon enrouleur dérouleur pour le nettoyage, et évoquer avec les différentes portes, il y en a un c'est pour le lavage, etc. Donc on circule de pièce en pièce, avec des volumes, donc on voit les parties bleues, c'est les parties où il faut qu'il n'y ait rien devant. Parce que j'ai un peu besoin de place de travail. Donc à gauche, là, il y avait tout un stockage de maraîchage. Donc les gens partaient, prenaient et ressortaient pour éviter donc le croisement des différents flux. Avec une voiture garée devant, bah oui, un parking. Enfin, voilà ce que ça peut donner en gros. Ah, il y avait l'accès à un étage en plus. Devant, c'était le magasin. Voilà, sans les réservations, pour avoir une autre vue. Donc ça permet de mieux s'imaginer, en tout cas, son futur atelier. Ici, c'était en atelier viande. Donc parfois, il y a des contraintes très fortes, parce que, par exemple, l'atelier est en bord de route ou des choses comme ça, au niveau des accès et carcasses. Donc faut y réfléchir un peu aussi, à tout ça. Voilà ce que ça donne sans tous les gribouillis et les petits mots. Donc on prévoit les sas, on prévoit les vestiaires, on voit sur la partie de gauche, là où il y a 7,34 m², bah, il y a le lavabo, il y a des toilettes, un petit endroit pour changer parce qu'ils avaient des salariés. Voilà, les différents circuits et tailles. Après, tout ce qui est taille de frigo, par exemple, ça c'est au frigoriste hein, de le décider. Ça, c'est pas mon travail. Voilà ce que ça donne donc en 3D. Donc on voit en bas à gauche, il y a le camion qui arrive. Il décharge donc le premier sas au niveau carcasse pour éviter tout ce qui est insectes. Ensuite, il y a le stockage des carcasses et des matières déjà prédécoupées. Ensuite, il passe dans l'atelier, comme ça il va chercher, il va dans l'atelier, il va soit en cuisine, soit il va au lavage. En fait, au niveau pratique, on s'imagine travailler dedans et on arrive donc à mieux le sentir, tout simplement, à se dire si ça va ou si ça va pas. Donc voilà des vues intérieures, on a toute la partie cuisson. Bon après voilà, on n'a pas des belles étagères forcément avec le logiciel, bon, ça donne déjà une bonne image. On pense à la hotte, au four, tout ce qui est chaud, on va bien les mettre côte à côte, on va les écarter le plus possible du frais pour éviter tout ce qui est déperdition d'énergie, tout simplement. Et ici, bon, c'était sans décoration, hein, c'est le côté épuré de son magasin. Donc on fait ça, voilà, vous avez vu un projet laitier, un projet en boucherie, je suis peut-être allée un peu vite, on peut faire ça pour maraîchage et plein d'autres choses. En tout cas, le travail, son organisation et son aménagement se réfléchissent, car au final, comme je l'avais dit en préambule, votre corps est votre premier outil de travail. Donc pensez à vous. Donc n'hésitez pas à nous appeler, c'est gratuit en plus. C'est pas parce qu'on est gratuit qu'on est incompétent, je vous rassure. C'est la mission wallonne donc, qui nous subventionne, donc la région wallonne et les secteurs verts, les syndicats. Voilà pour ma présentation. Eh bien, merci beaucoup, Johanna, de nous présenter, de nous faire prendre conscience aussi de cette dimension danger, accident. Parce que malgré tout, quand on est exploitant et qu'on répète plusieurs fois sur la journée et de nombreuses fois sur l'année des mêmes gestes,
on n'est plus très conscient que pourrait subvenir un accident et je trouve que après vos analyses de risque sur les exploitations, eh bien, vous mettez bien en évidence ce qui va bien, ce qui pourrait être critique et ce qui ne va pas du tout. Et vous l'expliquez très bien suite à une observation précise et un rapport bien détaillé. Et je pense que c'est important de donner de la visibilité parce que les habitudes, ça peut être dangereux. Mais aussi très, très important d'essayer de gagner du temps dans son travail et du confort. Du confort de travail, c'est hyper important pour rester motivé dans ses activités, pour bien vivre dans son travail au niveau ergonomique et au niveau bien-être, au niveau confort de travail. Merci en tout cas pour ce bel exposé. Merci. Alors, je vais passer la parole. Je vois qu'il y avait des questions. Je ne sais pas si je prends 2 secondes pour y répondre ou Il y a quelques questions. rapidement. Oui. Oui, on fait des formations à destination des exploitants. Donc, n'hésitez pas à nous appeler pour ça. Gratuit, bien sûr. Logicou. Ah oui, bah, c'était de ça dont je parlais. Alors, à Diversiferm qui faisait donc par rapport au logiciel sur tout ce qui est coût de livraison, c'est ça? La fiche pour le sol, elle est téléchargeable sur notre site internet, donc faut pas hésiter. Il y a encore 2-3 coquilles, hein, je vous avoue, on est en train d'essayer de refaire. Mais sur notre site internet, c'est disponible, donc n'hésitez pas à aller les télécharger. Et quand l'ASCA refuse des prévalidations, ouais, c'est clair qu'il faut mieux avoir prévalidé parce que ça veut dire qu'il y a quelques erreurs. Et oui, c'était chez People Events. Il faut que j'aille voir maintenant son projet fini. Mais l'APSCA peut refuser des préévaluations. Ah, il refuse. Vous avez envoyé à l'UGC? Refuser quelques premiers plans, mais Diversiferm, il y a maintenant plus de 5 ans, a obtenu qu'ils soient obligés de valider quand on a appliqué leurs remarques et que l'exploitant a intégré leurs remarques. Ils doivent pouvoir valider et ça permet de ne pas recommencer les travaux par la suite quand ils viennent contrôler. Et après, il faut faire attention, hein, l'AFSCA, il y a AFSCA, il y a plein de services dans l'AFSCA. Donc, si vous avez un contrôleur AFSCA qui vient, par exemple, pour les vaches, il ne faut jamais, au grand jamais, lui montrer vos plans. C'est absolument pas son travail. Et même si gentiment, normalement c'est interdit, hein, mais gentiment il vous donne 2-3 avis, ça ne vaut rien du tout. C'est vraiment une unité, je ne sais plus les noms exacts, j'ai un truc. Mais il y a des contrôles dans le secteur primaire qui couvrent la traçabilité animale et l'utilisation des produits phyto. Et puis alors, il y a dans ce secteur primaire des contrôles sur la transformation de la matière première. Et là, ils peuvent demander les plans de l'atelier. Voilà, c'est vraiment des trucs séparés, donc il ne faut pas confondre les deux. Ce sont des contrôleurs différents. Voilà. Juste une petite information, donc par rapport aux commentaires, vous avez maintenant accès à vos micros, mais il y a encore un intervenant qui doit réagir. Vous pouvez toujours utiliser l'outil chat, mais voilà, vous aurez plus facile si jamais en levant la main et on vous laissera la parole, mais vous avez accès maintenant à votre micro. Voilà. Oui, Anne, justement, Jacques de Marneffe est notre témoin agriculteur. Et j'ai pas ma caméra qui s'allume, moi. Il a le son, mais il n'a pas la caméra. Ah. Attends. Oui, je m'occupe de ça. 2 secondes. Écran partagé. Il y a peut-être encore d'autres questions vis-à-vis des exposés avant de donner la parole à Jacques. Voilà, Jacques, tu peux allumer normalement. Bah écoute, vidéo, clac. Ah voilà. Voilà. Nickel. Bien, si vous n'avez pas de questions pour le moment, bien, on va donner la parole à notre témoin, Jacques de Marneffe, agriculteur à Fem.
qui s'occupe avec son épouse d'une ferme mixte d'élevage laitier, viandeux et culture pour nourrir le bétail, mais qui a également opté pour une diversification qui est la ferme pédagogique. Et alors, je vais le laisser se présenter et expliquer un petit peu comment il a pu organiser et exploitation agricole et accueil de classe. On m'entend là maintenant? Oui, Est-ce qu'on m'entend là maintenant? on t'entend, Jacques. Ben voilà. Ben, tout d'abord, bonjour à tous et merci de me donner l'occasion je vais dire, de peaufiner un petit peu les interventions. Voilà. Tout en disant que chaque ferme est différente. Voilà. Je crois que c'est très bien ce que les dames ont dit là tout à l'heure. Enfin, chaque ferme est différente et on adapte selon sa ferme, ses moyens, etc., ses possibilités de gain de temps. Moi, je vais surtout vous parler de gain de temps en fonction de la diversification qui, au départ, il faut savoir qu'à 20 ans donc qu'elle existe, c'est une ferme pédagogique. D'abord, pourquoi faut-il se diversifier? Ben voilà, ben c'est parce que ça répond à une demande, surtout les petits sous, hein, c'est certainement financier, ou sinon, dans notre région où on fait de la betterave, du froment, du lin, des légumes et tout ce qu'on veut, ben, normalement, ça devrait aller. Mais voilà, les choses sont telles que, voilà, il y a 20 ans que nous avons lancé cette diversification. Au début, ben, voilà, au début, c'était chouette, c'est toujours très, très chouette. Mais on avait une classe, on avait un anniversaire, mais par les années, les demandes qui ont changé, ben, il faut savoir que quand il n'y a pas le Covid, ben, depuis le 1er mars jusqu'à fin juin, ben, c'était pratiquement une école chaque jour. Quand il n'y a pas école, ben, ce sont les anniversaires à la ferme, et pendant les vacances, ce sont les stages. Donc, on prêtait à la limite plus d'heures de travail pour la ferme pédagogique que pour la ferme en elle-même, qui est une ferme mixte, comme tu l'as dit. Ce n'est pas une grande exploitation, mais enfin, il y a quand même plus de 200 têtes de bétail, et encore la traite, etc. Et encore toujours aujourd'hui. Voilà, alors, ben les années, elles sont là, on ne rajeunit pas non plus, et il a fallu, tout en gardant cette fréquentation à la ferme, il était très important je vais dire, d'épargner son temps et surtout de gagner du temps et de s'organiser. Alors, dans les explications de la première intervenante, mademoiselle ou madame Pivet, ben, vous avez parlé d'investissement, de matériel, etc. Ben, voilà, nous, je vais dire que le gain de temps à la ferme pédagogique, ben, c'est passé par des investissements. Voilà. Alors, bon, qui dit ferme pédagogique dit accueil, qui dit accueil dit touriste à la ferme. Alors, ça ne s'invente pas. On a la fibre pédagogique au départ, on a la fibre d'accueil touristique aussi, ou on ne l'a pas. Et quand on l'a, ben, il faut savoir que voilà, le touriste, ben, le touriste qui sont ici, les institutrices, les élèves, et puis d'autres groupes qui s'ajoutent, ben, voilà, on a intérêt à les recevoir dans une ferme voilà, relativement propre et en ordre. Et voilà, ça c'est quand même, comment vais-je dire, donc une image de marque pour notre métier, notre diversification qu'on veut, avec Accueil Champêtre en Wallonie, qu'on veut professionnaliser. Et tout ça passe par un cahier de charge très très strict auquel on a dû tous répondre pour être reconnus, notamment par la région wallonne. Alors, ce qui prenait beaucoup de temps, c'était d'être nickel propre le matin quand l'institutrice arrive à 9h30, ben, il faut que tout soit en ordre. Et alors, la première chose qui nous a fait gagner pas mal de temps le matin, ben, c'est un souffleur. Ça n'a l'air de rien, mais bon, quand on passait une demi-heure le matin pour brosser la cour, brosser les allées des étables, le hangar, etc., même si ça reste une ferme, enfin, moi en tout cas, je voulais que ce soit nickel. Voilà, ben, ce souffleur en question, qui ne fait que de chasser les brins de paille toujours dans le même coin, hein, on est bien d'accord, mais enfin, pour l'œil, le matin, la cour propre et les hangars, etc., c'était très important. Un souffleur, ce n'est pas un gros investissement, mais ça a fait gagner un paquet de temps le matin, déjà le matin.
Alors, bon, voilà, dans les autres dans les autres investissements, entre guillemets, qui se sont, qu'on a fait au fil du temps, ben, on pensait aussi qu'on prenait trop de temps à nourrir. Voilà, vous l'avez cité aussi dans vos interventions, nourrir le bétail, ben voilà, alors on a opté pour quoi? Ben pour des équipements sur un Schaeffer un peu plus important, puisque je vais dire, le Schaeffer supportait des godets distributeurs plus grands qui permettaient de soigner 50 bêtes au lieu de 20. Ben voilà, on n'allait qu'une fois au silo au lieu d'y aller 2, voire 2 fois et demi. Ça, c'était notre deuxième investissement qui a fait gagner du temps. Alors, ça, c'est un peu plus conséquent, mais bon, voilà, parce qu'il y a quand même toutes ces bêtes qu'on paillait, puisqu'elles sont toutes sur stabulation paillée. Ben, ça a été une pailleuse adaptée aussi sur le Schaeffer. Et là, bon, ben, évidemment, je ne vous explique rien. En pailler 240, 100 à la main ou avec la pailleuse, ben là, c'est au moins une grosse demi-heure, voire 3/4 d'heure de gagner chaque jour, puisqu'on les paille chaque jour et on repasse devant les auges chaque jour avec la pailleuse pour qu'elles puissent manger de la paille. Donc, c'était beaucoup de temps aussi à gagner là-bas. On a su aussi, mais ça c'est avec l'âge qu'on réfléchit un petit peu autrement aussi, ce qui est très important et que tout le monde ne fait pas, mais chacun son truc, c'est qu'on a osé se dire stop, on limite notre nombre de têtes de bétail. Voilà, parce que à un moment donné, ben, comme je dis, ben, l'âge est là. L'âge est là et voilà, on ne voulait pas surcharger les stabulations et ça rejoint un petit peu Madame Preventagri là. Bon, les stabulations surchargées, on voit moins, on surveille moins, on se fait bousculer. Bon, voilà, les bêtes sont beaucoup mieux logées comme ça. La surveillance est bien meilleure et il y a un meilleur confort de travail. Je crois que ça, ces quelques mots-là ont été cités dans l'exposé de Johanna. On a su aussi, allez, je vais dire, on a demandé, enfin, après réflexion, de temps à autre, pas chaque semaine, mais les services de remplacement agricole. Ça, c'est important aussi parce que, oui, on a une école, oui, on a un anniversaire, oui, on a 45 élèves, mais bon, il y a la moisson aussi, il y a tous les gros travaux que je ne vous cite pas et que vous connaissez, puisque vous êtes en amont, en aval de l'agriculture, vous connaissez ce qu'il en est. Et probablement pour moi le poste le plus important, parce qu'il fallait courir, c'est la pulvérisation. Voilà, ben j'ai décidé de ne plus, enfin nous avons décidé, puisque nous prenons des décisions ensemble avec mon épouse, on a décidé de ne plus faire les pulvérisations nous-mêmes. Le matin, il fallait partir très tôt pour aller, vous savez tous qu'en pulvérisation betterave, il faut y aller ou tôt ou tard. Un petit ennui ou l'autre, la classe arrivait, ça ne va pas, il faut être là pour accueillir les gens. Quand la classe est partie le soir, le soir il est 15h30 maximum, il faut, oui, on peut préparer le pulvérisateur pour partir 2-3 heures, mais il faut encore soigner tout le bazar après. Donc, voilà, ça c'est vraiment un poste pourtant que j'aimais vraiment bien réaliser parce qu'on voit les soins qu'on apporte aux plantes, etc. On voit ce qu'on fait réellement, comme avec tout le reste du boulot à la ferme. Mais là, ça devenait très, très dur, quoi. Et on n'avait pas fini avant 8-9 heures le soir. Et voilà, et ce poste-là, je suis vraiment content de l'avoir laissé à quelqu'un de très performant. Et puis avec toutes les normes qu'on nous impose à ce niveau-là, ça m'agréait quelque part de laisser ce poste à une personne qualifiée et qui le fait très très bien, parce que là aussi on a dit quelque part c'est bien une diversification, mais il faut que le travail primaire soit bien fait, bien réalisé, et je
pense que je peux dire que ça a été bien suivi par la personne à qui j'ai demandé de le faire et on en est très, très content. Donc voilà 6 postes qui nous ont permis d'améliorer notre temps de travail et notre, entre guillemets, confort de vie. Ce n'est pas qu'on passe moins d'heures, mais avec beaucoup moins de stress. Merci Jacques. Ben voilà. Donc, ce que j'entends bien, c'est que tu as diminué ton nombre de têtes de bétail. Oui, mais pas, on n'a pas diminué de 50 têtes, mais je vais dire que dans chaque loge, oui. Voilà, on a décidé qu'on n'allait pas concentrer les bêtes parce que ça ne sert à rien. On perd de l'argent parce que c'est toujours la même qui est battue ou mise de côté, puis on se rend compte à la fin de l'hiver qu'elle a perdu 100 kilos au lieu d'en prendre 50. Ben, c'est un exemple, mais voilà. Oui. Donc, mais ça, c'est un choix que nous, on a fait. Hein. Tout le monde ne le voit pas ainsi, mais en tout cas, voilà. Tout à fait. Et puis, Martine, si tu me permets, c'est un aspect sur lequel j'aurais bien aimé juste rebondir un peu. C'est par rapport aux demandes, effectivement, de conseils qu'on a pour les élevages bovins. Il y a quand même toute une série d'éleveurs pour lesquels ils ont beau être super organisés, avoir déjà fait des investissements. C'est effectivement tout ce qu'on peut conseiller, c'est de réduire la taille du cheptel, en fait. Donc, c'est quand même un problème que nous, on observe de façon assez récurrente, que tout ce qu'on peut leur conseiller, c'est de réduire de quelques dizaines de vaches laitières. Voilà, c'est ça que je voulais ben, juste... chacun son truc, mais je suis certain qu'il y a des fermes qui ont 50, 60 bêtes en trop. Hein. Et puis on néglige, et puis c'est le bazar, on perd des veaux, on en perd déjà comme ça. Donc, voilà, donc moi je trouve que le bien-être animal, ben, cette circonstance et on a tout à gagner. Mais aussi le bien-être de l'éleveur. Ben, il y a ça aussi quand même. Voilà. Quand vous avez 9 bêtes à surveiller pour le vélage, elles sont toutes dans la même loge, ben, bon, oui. Il me semble qu'elle ne peut mal, oui, mais oui, on n'a pas bien vu, quoi, en fait. Que 7 au lieu de 9 dans un box, ben, voilà, il n'y a plus de visibilité, il y a moins de risque de circuler entre les bêtes. Voilà. Et alors aussi, tu citais le service remplacement ferme. Ben voilà, on parlait tout à l'heure de main-d'œuvre, que si on voulait ajouter des activités sur l'exploitation, qu'il fallait aussi penser à la charge de travail qui augmente et pouvoir se faire aider parce qu'on ne sait pas tout faire. Non. Donc, tu as pu déléguer une partie de ton travail à des ouvriers agricoles qui sont habilités d'aller... Ben, c'est à la demande, hein, le service agricole. Ce sont tous des petits détails, pas des détails, mais qui n'ont pas de nom. C'est une tonte aujourd'hui, c'est une désaffection de bâtiments une autre fois. Voilà, mais quand vous avez 50 ou 60 enfants à la ferme, ben, vous ne savez pas tout maîtriser. Donc, voilà. Et puisque la diversification est là, elle est en place, allez, c'est mon bébé, quoi. Je tiens à ce que ce soit bien fait. Oui. Voilà. C'est important. Et tout en disant que je ne suis pas tout seul hein, sur la ferme, hein, parce que je tiens à dire que voilà, si on a pu faire tout ça, ben c'est grâce à une épouse qui est plus qu'agricultrice. Hein, voilà, c'est sa vie malgré tout ses mains, je vais dire, mais voilà, donc on ne sait pas faire tout ça tout seul, quoi. Hein, on a tout décidé, tout fait à deux depuis longtemps déjà, tout compte fait. Ben voilà. Donc, mais le fait de savoir déléguer une partie de ton travail, ça est venu progressivement ou bien ce sont des choix qu'à un moment donné, vous avez fait à deux parce que trop de charges parce que ce n'est pas donné à tout le monde de déléguer son travail. Mais non, je ne l'ai pas trop fait avec je vais dire entre guillemets mon fils qui a pris une autre option. Mais maintenant, ben voilà, mais par la force des choses, ben parce que l'âge est là, parce que mon épouse n'est plus en toute bonne santé, parce que voilà, il y a des petits mains qui arrivent. Hein. Bon, on a 60 ans, je ne les fais pas, Johanna, hein, mais je les ai. Hein, voilà. Ben voilà, donc
Voilà, c'est un choix, mais il faut pouvoir le faire, comme limiter son nombre de têtes de bétail. Voilà, c'est un choix aussi, mais c'est un choix gagnant, je crois. Oui, clairement. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui pensent faire plus d'argent avec plus de vaches, mais c'est parfois Pas l'inverse. vrai, pas vrai du tout. Non. Il y a combien de bêtes qui ne vont pas dans les fermes, qui ne grandissent pas, qui ont une malformation ou l'autre. Ben, voilà, tout ça, c'est dehors, ça vaut ce que ça vaut, mais ça prend la gale, ça prend toutes des misères, et puis voilà, donc c'est un choix, hein, écoute, moi, et je ne changerai pas, c'est bien comme ça, je trouve, enfin, je pense. Et alors aussi, quelques investissements, hein, tu parles d'un chauffeur, d'une pailleuse. Ben non, le chauffeur, il était là il était là avant la ferme pédagogique, mais voilà, on a adapté après pour gagner du temps, mais je crois que de toute façon, naturellement, s'il n'y avait pas eu la ferme pédagogique, il y aurait quand même eu ces investissements-là, mais hein, pour alléger notre travail. Voilà. Un gros investissement aussi pour la ferme pédagogique, mais ça ne fait pas gagner du temps. C'est la classe d'accueil. Hein. Je veux dire que allez, ça ne fait pas gagner du temps puisqu'on parle d'un gain de temps dans notre boulot, mais bon, il faut aussi une classe d'accueil pour l'école, pour les classes qui viennent, pour les anniversaires, pour les stages, pour le golf, enfin voilà. Et ça, c'est en dehors, on ne gagne pas du temps. Ça fait partie des investissements de la ferme pédagogique. Oui. Et vous parliez d'aide tout à l'heure par des informations accueil champêtre en Wallonie. Là. Bon, voilà, moi j'étais en réunion le matin, visioconférence, justement avec le conseil d'administration d'accueil champêtre dont je fais partie. Maintenant, tout ce qui sera renseignement, etc., voilà, ce sera. Je ne suis pas sûr que ce sera encore un forfait, comme vous avez dit tout à l'heure. Je crois que c'est Madame ou Mademoiselle Fivet qui a dit ça, mais ce sera à l'heure, quoi, à la prestation. Voilà. Bien, mais merci beaucoup Jacques pour ton témoignage très, très réaliste, très, très concret. Merci. Pour d'autres personnes qui seraient peut-être en projet sur l'une ou l'autre nouvelle activité ou qui souhaiteraient avoir comme ça des trucs et astuces pour gagner du temps dans l'organisation de son travail. C'est toujours intéressant d'écouter ce que les autres font, ça donne des idées. Et Voilà. D'autre part, oui, Johanna, tu précisais dans le chat que tu es toujours à la recherche de 2 ou 3 agriculteurs qui pourraient se livrer À l'amour et dans le pré, non, pas ça. Non. Je te laisse expliquer, Johanna. Oui. Peut-être Camille, si tu veux, comme c'est toi qui. Oui, bonjour à tous. Voilà, je suis la stagiaire de Johanna. Je réalise mon travail de fin d'études avec Prévente Agri. J'étudie les pénibilités des éleveurs bovins en Wallonie et on a décidé d'étudier le raclage quotidien et l'utilisation du box d'isolement sur l'exploitation. Et on est toujours à la recherche de quelques exploitations dans la province de Namur, Liège ou Luxembourg qui seraient d'accord de m'accueillir pour un petit entretien et une petite visite de l'exploitation qui ne dure pas trop longtemps. Tu peux venir chez moi quand on a fini de semer les engrais, parce qu'on est parti là maintenant. Mais d'ici une dizaine de jours, voilà, moi je veux bien accueillir mademoiselle. Bien, je vous remercie beaucoup, monsieur. Avec plaisir. Martine, tu donneras mon adresse parce que moi, malheureusement, je dois vous quitter. Oui. Voilà, OK. Mais un grand merci, Jacques. Et merci à pour vous. ton témoignage et tes disponibilités. Mais voilà, merci à vous. Merci beaucoup, monsieur. À bientôt. Je peux te libérer. Merci beaucoup. C'est vrai qu'au niveau temps de travail, tout ce qui est raclage, c'est vraiment très peu étudié parce que c'est vraiment relégué aux personnes qui s'y intéressent, on va appeler ça comme ça. Donc le but, c'est vraiment d'avancer un peu sur cette thématique, voir ce qui fait gagner du temps, ce qui fait perdre du temps et voir comment on est installé en Wallonie sur ces sujets-là et box d'isolement.
voir ce qui est fait, les trucs et astuces des éleveurs, justement, qui ont mis en place tout ça, ou pas. Voilà, c'est l'objectif de cette étude. Donc, j'ai mis l'adresse mail de Camille donc dans le chat, si jamais vous êtes intéressé. Ça sera avec plaisir. Et merci d'avance. Je vous remercie d'avance aussi. Précieuse. Alors, j'ai aussi une réflexion ici de Christiane qui nous dit, pour favoriser ces réflexions, ne serait-il pas intéressant de proposer 3 à 5 repas entre guillemets professionnels de proximité de 13h à 17h pour échanger en préparation. C'est évidemment le contexte qu'on a connu de nos agri-clubs précédents où on invitait les agriculteurs et conseillers du secteur à partager avec nous un repas de midi sous forme de sandwich, bière spéciale, où on pouvait échanger déjà bonnes pratiques, trucs et astuces. Et en fin d'exposé, on pouvait se retrouver à nouveau pour des échanges professionnels ou informels. On espère évidemment que la situation sanitaire pourra s'améliorer au plus rapidement possible pour qu'on puisse retrouver ces contextes plus appétissants et sympathiques et de réseautage différents de l'écran, évidemment. Mais grâce à l'écran, on peut continuer ces séances d'information et d'échange. C'est quand même précieux aussi le numérique, puisque ça nous permet de poursuivre l'activité. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Vous avez... C'est une expérience que j'ai vécue à Anse. Oui. Je peux prendre la parole. C'est une expérience que j'ai vécue à Anse dans un autre domaine, qui est le met en couleur. Ce sont des artistes et pour pouvoir mélanger tous les groupes, que ce soit adventistes du 7e jour, gymnastique ou n'importe quoi, nous avons 5 repas de 7h à 8h du soir avant la réunion où on mélange tous les groupes. Et bêtement, c'est un repas peu cher, 5 €, une bière et un repas unique, mais ça met de l'ambiance. Les gens ont le temps de se rencontrer et voilà. Ça devrait être, enfin pour moi, ça devrait être fait sur le territoire, quoi. Bien sûr, mais ça... Sur le territoire. Ça avait lieu chaque année, mais voilà, étant donné la crise, on doit être patient et attendre que le contexte sanitaire puisse être favorable pour reprendre ces petits repas conviviaux. Il y a Aurélie Dugal entre Sambre et Meuse qui aimerait bien prendre la parole aussi. Oui, en fait, c'était de nouveau par rapport à la question du coût de la main-d'œuvre. On a fait, en tout cas, à titre personnel, j'ai un magasin à la ferme et on a fait l'exercice avec l'aide de Diversifermes aussi, de faire le calcul de rentabilité de nos produits. Et donc, proposer un prix de vente qui soit raisonnable et qui prenne en compte la plupart de nos frais. Et donc, à titre personnel, on a pris en compte une main-d'œuvre de 10 € de l'heure, mais du coup, c'est impossible pour nous d'engager à ce tarif-là. Mais si on tient compte d'une main-d'œuvre de 18 à 25 € de l'heure, du coup, on devient vraiment non concurrentiel par rapport à tous nos voisins, quoi. Alors que déjà comme ça, en faisant cet exercice, on est plus haut que la moyenne des commerces de fermes à côté de chez nous. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne se payent pas beaucoup, hein, en gros. Mais ouais, c'est de manière générale, quand on a fait l'exercice avec le prix de revient du beurre, on a un prix de revient à 11 €. Il y a encore des gens qui vendent du beurre à 9 € 10 kilos. Oui.
c'est vraiment c'est une problématique parce qu'on nivelle tout par le bas pour tout le secteur. Et si on ose avoir un prix plus juste, on se retrouve d'office au-dessus des moyennes et donc on est pointé du doigt, quoi. Donc, je pense que ça mérite vraiment un lobby de manière générale pour essayer de prendre en compte cela, mais ça veut dire aussi que du coup, tout ce qui est circuit court va monter d'une gamme au niveau des prix de vente, quoi. C'est ça que je posais tout à l'heure, la question sur les calculs, à quel prix on considérait la main-d'œuvre dans les calculs de rentabilité et de partage des charges de travaux aussi. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas une question simple à répondre. Mais je pense que, en tout cas, pour avoir travaillé anciennement dans le pôle économique de Diversiferm, on s'obligeait à prendre le coût, la référence coût main-d'œuvre par rapport au coût réel de l'ouvrier ou de l'employé agricole. Donc, voilà, on était à l'époque à 18 € de l'heure pour l'employé agricole et 16 € de l'heure pour l'ouvrier agricole, mais ça a déjà augmenté. Je pense qu'il faut prendre les coûts réels. Si on veut faire un bon calcul, un calcul correct, réel de rentabilité, il faut prendre les coûts réels. Alors, c'est sûr que l'agriculteur qui vend son beurre à 9 € du kilo, eh bien, ça faisait partie aussi de notre travail de sensibilisation. C'était de lui dire que progressivement, il devait augmenter le prix de son beurre et que ça n'allait pas faire spécialement fuir ses clients s'ils pouvaient garder une bonne qualité du produit. Mais c'était très difficile à faire comprendre parce qu'il y avait vraiment une crainte que le client ait cherché son beurre chez le voisin. Ça c'est sûr. Mais je pense que c'est aussi une partie des missions des GAL qui ont pour projet la sensibilisation à l'alimentation durable. Ils doivent tout aussi bien, ils ont deux types de publics à sensibiliser, autant le public production, mais aussi bien sûr le public consommateur. Le consommateur, s'il veut un produit de qualité et de circuit court, local et ou bio, il doit pouvoir mettre le prix aussi. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a tout un travail de sensibilisation à faire au niveau du consommateur pour que le producteur puisse gagner sa vie. Je vous rappelle à nouveau que si vous voulez prendre la parole pour le moment, puisqu'on est dans une séance questions-réponses en direct, vous avez un petit onglet dans le fond de votre écran qui s'appelle Réaction. Et là, vous avez une petite main. Vous cliquez dessus et comme ça, on voit que vous avez envie de prendre la parole et on réactive votre micro. Il y a Marie Mondry nous rappelle le site prixjuste.be, donc on avait invité, je pense, il y a 1 an ou 2 lors d'un agri-club. Donc voilà, dans les commentaires. Tout à fait. C'était déjà une première amorce où on avait invité non seulement des producteurs, des transformateurs, mais aussi des consommateurs pour les sensibiliser à ce prix juste. Oui, Catherine? Oui, j'avais une question pour
pour Chloé Fivet par rapport aux références. Donc 35 heures par UGB en atelier lait ou des choses comme ça. Et finalement, je vois qu'elle m'a répondu dans le chat. Mais c'était pour voir un peu comment étaient construites ces références et si c'était uniquement le travail d'astreinte ou si ça comprenait, je ne sais pas, les imprévus ou des choses comme ça, si c'était une moyenne plus globale ou vraiment l'astreinte. Les moyennes ici, c'est vraiment, donc c'est vraiment juste l'astreinte. Et donc, j'ai remis dans le chat effectivement qu'il y a des références wallonnes qui ont été faites pour les laitiers aussi, pour la Wallonie. Donc, il y a déjà presque 5 ans, je pense, maintenant. Et les 35 heures, c'était des références françaises. Donc, en Belgique, en Wallonie, pardon, on est plus à 31 heures par unité gros bovin ou 51 heures par vache laitière. Mais l'idée avec ces études-là, c'est que puisqu'on chiffre les autres types de travaux, on pourrait aussi avoir un indicateur qui prend l'ensemble des travaux par vache laitière. Donc, ce serait aussi intéressant de faire cela, mais ça ne ressort pas de l'étude comme ça. Je pourrais aller chercher ces infos-là si ça vous intéresse. Et donc, pour le moment, c'était ma prédécessrice qui avait fait cette étude-là sur la partie laitière. Et pour le moment, on est en train de mener les références pour construire en Wallonie, donc également des références pour le secteur bovin viandeux. Ok, merci, ça a répondu à ma question. Y a-t-il d'autres questions? Bien. Écoutez, voilà, s'il n'y a plus d'autres questions, ben, on vous remercie vraiment pour votre participation. Et alors, je peux également vous rappeler les agri-clubs prochains. Donc, le mardi 2 mars, une présentation de Trésor Ferme, un outil de gestion pour suivre la trésorerie et piloter sa ferme au quotidien, avec comme intervenante Marie-Guillaume du CRAW et Orlando Sereno du groupe One. Alors, le mardi 9 mars, les légumes oubliés en grande culture, peut-être une nouvelle piste de diversification en S-Bay, pourquoi pas, avec 2 agriculteurs qui sont déjà dans l'activité. Caroline de Villers, la ferme de Villers, sur Ologne-sur-Gers, avec une nouvelle coopérative qui s'appelle Belgo Bio, et Alexandre Flamand de la ferme du Vieux Tilleul. Alors, le mardi 16 mars, la production d'énergie renouvelable, une opportunité pour les agriculteurs wallons, présentée par Clémence Dereux. Et alors, il y aura un témoignage de Baudouin Dehulf, qui fait partie de la société Terroir Gers, avec d'autres agriculteurs, une vingtaine d'agriculteurs producteurs de la pomme de terre F. Bignone. Baudouin nous fera part du placement des panneaux photovoltaïques sur les infrastructures de STG, et aussi un témoignage de Blaise Dutoit de Ansereuil. Voilà, donc un beau programme d'agri-club pour vous, et on vous remercie vraiment pour votre intérêt sur ce cycle de formation, et on vous retrouve le mardi 2 mars. Un grand merci à vous. Bonne continuation à tous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.